Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui les amis, j'ai beaucoup de choses à vous montrer et pourtant, si peu de temps. Alors on va essayer de faire vite. Mais avant, sachez qu'il n'y a aucune obligation. Je le répète, aucune obligation. Mais ça m'arrangerait grandement si vous pouviez maltraiter le bouton like. Ah, c'est pas obligé, mais c'est fortement recommandé. Bon, et on va commencer tout de suite avec Bruno Retailleau qui nous parle de l'affaire Le Pen. Et je n'ai qu'une question, messieurs, dames. Qu'est-ce qui est en train de foutre notre ministre de l'Intérieur? Vous avez eu des mots très durs sur ce que vous appelez les juges rouges. Non, je n'ai pas utilisé le mot juge rouge. Quel est le mot que vous employez alors? J'ai simplement indiqué que je ne trouvais pas normal qu'une minorité, parce que la très grande majorité des magistrats, du siège, du parquet, j'en rencontre régulièrement, sont impartiaux. La justice en France, elle est indépendante. La contrepartie de cette indépendance, c'est l'impartialité. C'est important parce que beaucoup de nos compatriotes ont des doutes. Or, quand je vois un syndicat, pour ne pas le nommer, le syndicat de la magistrature qui prend régulièrement des positions politiques, c'est contraire à la loi. La loi, elle est claire. Elle date, c'est une loi organique d'abord. C'est une loi organique, pas une loi ordinaire. Elle date de décembre 1958 et son article 10, sur le statut des magistrats, leur interdit justement les délibérations. Mais c'est quoi cette histoire? Non mais attendez, mais destituez-moi ça! Qu'est-ce qu'il nous raconte celui-là? Il est ministre de l'Intérieur et il se pointe sur LCI en direct pour remettre la partialité de la justice en question. Mais il a pété un plomb, je le répète, destituez-le! Ce gars-là est dangereux, tout simplement! Avec ces bêtises, sachez une chose, ça ne peut que mal finir. Bon, et maintenant les amis, on va passer à un autre sujet. On va se diriger sur ces news pour les écouter nous annoncer que Mélenchon a gagné. Alors, qu'est-ce qu'il a gagné? Je ne sais pas. Peut-être le tournoi des 3 sorciers, il a peut-être remporté la coupe de feu. Je vous l'ai dit, je ne sais pas, mais en tout cas, il a gagné. Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, c'était un soutien inconditionnel à l'État d'Israël. Oui. C'est terminé. Et d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon l'a noté. Vous allez voir la réaction de Jean-Luc Mélenchon. Yael Braun-Pivet pour commencer. Je suis pour dans la mesure où nous arrivons à avancer sur cette solution à 2 États. C'est un État palestinien et un État israélien avec des garanties de sécurité pour les 2 États et c'est cette voie que le président de la République porte. On doit, et c'est l'action du président de la République, on doit absolument permettre à ce que la paix puisse s'installer dans la région, à ce que les populations civiles puissent être complètement secourues et qu'elles puissent vivre, revivre. Et donc Jean-Luc Mélenchon, parce qu'elle a quand même changé de position. Hein. Oui. Là, les dernières 24 heures de Yael Braun-Pivet entre l'Assemblée nationale et l'État palestinien, elle est pour. Je rappelle qu'elle a été une cible de la France insoumise, Yael Braun-Pivet. Yael Braun-Pivet retire le soutien inconditionnel et Macron s'apprête à reconnaître l'État de Palestine. Ouais. Voilà ce que tweet Jean-Luc Mélenchon qui s'en félicite. Il appelle à la fin du siège de Gaza. 1 an et 6 mois après LFI, ces gens comprennent enfin la solution politique et la seule solution possible. Pour cela, il faut être non aligné. À la fin, la position de LFI s'impose comme la seule issue concrète, politique et humaine. Victoire de Jean-Luc Mélenchon, de départ Yael Braun-Pivet et Emmanuel Macron, Rachel. Mais complètement. Mais victoire de quoi? Victoire de quoi? Vous croyez qu'on est en train de jouer au Monopoly là ou quoi? J'ai pas compris en quoi le fait qu'Emmanuel Macron souhaite reconnaître la Palestine, c'est une victoire pour Mélenchon. C'est une victoire pour l'humanité, ok, mais c'est pas une victoire politique pour Mélenchon. Parce qu'en fait, ce qui m'énerve, c'est que comme il le dit, c'est péjoratif. C'est en mode, ils ont cédé, ils ont donné la victoire à Mélenchon, il ne fallait pas céder sur ce sujet. Mais vous voulez quoi en fait? Vous êtes anti-paix, vous ne voulez pas de la paix. Ou alors vous êtes prêt à sacrifier vos états d'âme pour ne pas donner raison à Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire que si Jean-Luc Mélenchon vous dit que le ciel est bleu, plus personne ne doit dire que le ciel est bleu, sinon c'est une victoire pour lui. C'est quand même une dinguerie votre façon de voir les choses. Bon, et maintenant les amis, on va rester sur ces news, mais on va changer de sujet. On va passer au cas Morandini. Ah, regardez-moi ça, la désinformation, messieurs, dames. Si vous ne savez pas ce que c'est ça. Plein Strasbourg, des silences coupables d'une municipalité qui reste au mieux tétanisée, au pire indulgente semaine après semaine. Étienne Loss, qui est conseiller national Renaissance, qui dit la même chose. Insoutenable image d'une boulangerie à Strasbourg, prise pour cible parce que considérée comme tenue par des juifs. La responsabilité de l'extrême gauche dans la manipulation des foules, des esprits et de la souffrance des Palestiniens est immense. Ce n'est pas cela Strasbourg. Il y a Julien Drey, qu'on connaît, ancien député EPS de l'Essonne, cofondateur de SOS Racisme. Hallucinante attaque d'une boulangerie considérée comme tenue par des juifs à Strasbourg, image terrible. Aurore Berger, qui est ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes et qui lutte contre les discriminations,
Aurore Berger qui a tweeté une boulangerie prise d'assaut à Strasbourg car elle serait israélienne. Un homme frappé en pleine rue à Lyon parce qu'il portait une étoile de David. L'antisémitisme dans notre pays a tué ces dernières années. On va regarder un autre extrait de ce qui s'est passé à Strasbourg avec cette séquence d'une femme qui visiblement souhaite aller au contact. Regardez. Oh, une bagarre éclate. Face à un manifestant. On vient de voir ceci. Une madame a sauté sur un opposant à cette manif. Voilà, bon, c'est assez détestable. On a joint les responsables de la boulangerie ce matin qui nous disaient ah oui, mais on n'est pas sûr que c'était nous qui étions visés, etc. Bon, en tout cas, on voit 4 policiers qui sont en train de la protéger. La ministre qui tweet également en disant c'est une boulangerie qui est attaquée. Vous avez les locaux aussi. Voilà, je pense que dans la boulangerie, on essaie peut-être de calmer les choses. Philippe Ballard, comment vous réagissez face à ça? Ah, c'est grave. Là, faut vraiment qu'on se réveille là, parce que quand on voit ces images, on se dit on est à 2 doigts quand même. Ça rappelle l'Allemagne des années 30. Hein. Bientôt, on va peindre des étoiles de David sur l'aventure de la boulangerie. Si on sait quand même que c'est elle qui est visée, parce que les policiers sont devant. Après, alors c'est pas 3-4 personnes hein, qui sont devant. Non, quand on voit les images, c'est des dizaines, des centaines de personnes. Par qui était... Ah mais oui, je confirme, c'est grave. C'est très très grave d'ignorer les faits comme ça. Tout est faux, ça ne s'est pas passé du tout comme ça. Vous avez eu le patron de la boulangerie au téléphone qui vous l'a dit. Mais vous continuez à désinformer. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une manifestation. Et dans cette manifestation, il y avait une manifestante pro-palestinienne. Devant la boulangerie, il y avait une personne. J'ai bien dit devant la boulangerie. Pas dans la boulangerie, pas sur la boulangerie, devant la boulangerie. Cette personne était apparemment pro-israélienne. Bon, je vous fais pas un dessin. La manifestante et la personne devant la boulangerie ont commencé à se parler. Et c'est parti en vrille. Mais on parle de 2 personnes isolées. Le gars n'a aucun lien avec la boulangerie et la manifestante n'a pas visé la boulangerie. Alors, nous vendre ça comme si c'était le retour de l'occupation, c'est quand même un peu gros. Bon, et maintenant, messieurs, dames, on passe à une info improbable. Est-ce que vous connaissez l'émission Les Traîtres? Pour ceux qui ne connaissent pas, tout est dans le titre. En gros, c'est une émission où il faut démasquer les traîtres. Bon, bah ils ont fait une nouvelle saison et regardez-moi qui est au casting. Juste en haut à gauche d'Éric Antoine. Raquel Garrido, mesdames et messieurs. Rien que ça. Attendez, vous êtes en train de me dire qu'ils ont invité Raquel Garrido, surnommée par toute la gauche, la traître, dans une émission qui s'appelle Les Traîtres et dont le but est justement de retrouver qui est le traître. Ah bah vous avez de l'humour, mais du coup, il n'y a pas de suspense là. Bref, à cette occasion, ils ont donc invité Raquel Garrido sur un plateau télé pour faire un point sur sa carrière récente et lui demander: alors Raquel, traître ou pas traître? En tout cas, ça vous a donné à penser. Oui, non mais c'est sûr. Pour moi, c'était un pied de nez. J'ai trouvé ça très drôle en réalité. Parce que l'accusation de trahison, c'est une accusation que je trouve grotesque. Enfin, je veux dire, moi, il n'y a pas plus insoumise que moi, en vérité. Et la seule raison pour laquelle j'ai été mise de côté, c'est parce que je voulais loyalement et en toute transparence poser la question de savoir qui représenterait nos idées en 2027. Et j'ai osé dire, ben, c'est peut-être pas Jean-Luc. Conformément à ce qu'il avait dit lui-même pendant toute la campagne de 2022, il a dit c'était la dernière, je souhaite être remplacé, faites mieux. Et moi je dis mais peut-être qu'il faudrait s'y mettre là. Et du coup, pied de nez, voulu traître ou pas traître, faut regarder le jeu dans lequel faut vous qu'il jouez regarde sur la saison 4 en entier pour savoir si je suis traître ou pas. J'adore cette émission, absolument. Alors, vas-y, moi Jean-Luc, je ne sais pas ce qu'elle va dire. Non, moi je pense que Jean-Luc Mélenchon, il a trahi une idée. C'est l'idée de 6ème République et démocratie. C'est-à-dire, tout notre cheminement politique consiste à dire que la monarchie présidentielle, elle est problématique et que notre grande idée de la gauche, c'est qu'on va faire une assemblée constituante, organiser la société française démocratiquement. Et c'est impossible à incarner quand on fait des purges, quand on n'accepte pas un parti dans lequel il y a de la démocratie. Donc à partir de là, il faut faire le travail à sa place. Allez, un dernier. Ah ok, du coup c'est Jean-Luc Mélenchon le traître, c'est pas elle. Mais arrête Raquel, tu sais très bien que la France Insoumise ne t'a pas éjecté pour ce que tu nous racontes. Si tu t'es fait éjecter, c'est parce que toi et quelques-uns, vous aviez tendance à manger dans la main de certains. Bon, et maintenant on va retourner sur ces news pour qu'ils nous expliquent qu'ils en ont marre.
marre. Ah, ils en ont marre de financer les gueux. Et oui, ça les a saoulés. Alors oui, ils profitent à fond du système quand ça les arrange. Mais là, ce qui les arrangerait, c'est garder leur argent. Financière. Je crois quand même, il ne faut pas minimiser la part d'idéologie. On est dans un pays crypto-marxiste, on est dans un pays socialiste où quelle est la philosophie? C'est de finalement taxer le talent, la réussite et le travail pour financer ceux qui ne font rien ou pour financer ceux qui n'ont pas de talent ou ceux qui s'enfoncent dans la médiocratie. Regardez votre feuille d'impôt. Enfin, Ah oui, on la regarde bien, je peux vous vous dire. levez tous les matins et on vous prend une part qui est insupportable. Demandez aux chefs d'entreprise tout ce qu'ils payent comme argent. Où est la méritocratie? Où est la valeur du travail? Moi, j'ai plein d'amis qui se barrent à l'étranger parce qu'ils ne supportent plus d'être dans ce pays alors qu'ils adorent la France. Voilà où on en est. Et puis les conséquences également. Enfin, regardez les services publics. Est-ce que ça fonctionne? On paye toujours C'est ça le pour problème. une éducation nationale la où la fonction sociale ne fonctionne plus, une justice toujours oscillante, un hôpital qui est aux abois. Moi, j'en ai marre de filer mon fric et de le gaspiller parce que j'ai cette impression. Vous avez compris? Il en a marre de financer la médiocrité. C'est nous, ça. Bon, pas tous, calmez-vous. Mais la grosse majorité d'entre nous, qui ne s'est jamais mis au chômage, n'a jamais gratté un RSA, qu'il me jette la pierre. Quel micro-entrepreneur n'a pas profité de l'ACRE? Il est où, celui-là? Je le vois pas. Bon, faut qu'on se rende à l'évidence. On n'a pas de talent. C'est pas moi qui le dis, c'est Kevin. Il en a marre de payer pour des gens comme nous. Bon, Kevin, ce qu'on peut te proposer, en tout bien, tout honneur, bien sûr, ne va pas te méprendre dans le respect des conventions de Genève. Ce qu'on te propose, c'est de te barrer de là. Eh ben oui, si t'es pas content, casse-toi. Et bonne chance pour retrouver un poste à la télé dans un pays qui ne serait pas francophone et rempli de médias raslards. Allez, t'es assis sur la poule aux œufs d'or, tu te plains. C'est quoi cette blague? Paye tes impôts et arrête de nous les casser. Ou justement, casse-toi. Ah franchement, Kevin, si tu pars, je crois que le pays pourra le supporter. Bon, et maintenant les amis, on va remonter le niveau un peu quand même. Ah quand même, on ne va pas rester aussi bas. On va passer à Manuel Bompard qui va donner une leçon à la Macronie. En 2 temps, 3 mouvements. Depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, l'État s'est privé de 60 à 80 milliards d'euros de recettes par an. Donc c'est factuel, vous pouvez le vérifier, le chiffre que je viens de vous indiquer. Donc aujourd'hui, on nous dit qu'il faut aller trouver 40 milliards d'euros l'Élysée vous dit d'économies. ça produit de la croissance, ça produit de la réduction de vous avez chômage, vu du là, nombre de franchement, chômeurs, vous avez vu le ça taux- produit ses effets. Ce que Non. Emmanuel Macron appelle cette politique de l'offre, ce que vous contestez. Mais attendez, regardez les chiffres de croissance ce premier trimestre de l'année 2025. On est presque à zéro. Enfin, c'est ridicule. Le chômage est reparti à la hausse. Donc, évidemment, cette politique n'a pas produit de résultats. Et elle a très largement contribué à appauvrir l'État, à créer du déficit, à créer de la dette publique, parce que Emmanuel Macron a fait le choix d'avoir une politique de multiplication des cadeaux aux plus riches et aux grandes entreprises, aux grandes multinationales, et que l'argent qui a été donné aux plus riches et aux multinationales manque aujourd'hui pour équilibrer le budget de l'État. C'est assez simple comme logique. Si vous voulez un budget à l'équilibre, il faut que les recettes correspondent aux dépenses. Donc Manuel Bompard, si je comprends bien ce que vous dites la réponse est simple, les 40 à 50 milliards, il faut aller les chercher chez les plus riches, chez les entreprises qui font des bénéfices. 40 milliards, c'est ça que veut monsieur Éric Lombard. Je vous mets 2 mesures sur la table, ça fait précisément 40 milliards d'euros de recettes supplémentaires pour l'État. Premièrement, ce qu'on appelle la taxe Zuckman sur le patrimoine des milliardaires. Ça concerne 147 personnes en France. Si vous taxez leur patrimoine à hauteur de 2%, vous rentrez à peu près 14 milliards d'euros par an. Si elle reste en France. Évidemment. Mais ça, après, on pourra en discuter si vous voulez. Mais la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, qui avait été justifiée à l'époque comme étant une mesure qui allait permettre que les gens qui, soi-disant, étaient partis pour faire de l'exil fiscal reviennent finalement, il y a eu la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune. Ça n'a eu aucune conséquence de ce point de vue-là. Première mesure, la taxe Zuckman, l'impôt de 2% sur le patrimoine des milliardaires, 14 milliards d'euros. Deuxième mesure, ce qu'on appelle l'impôt universel, c'est-à-dire le fait que les multinationales, qui aujourd'hui ne payent pas l'impôt qui correspond pourtant au chiffre d'affaires qu'ils réalisent en France, parce qu'ils ont des mécanismes d'optimisation fiscale qui fait que ils ont un chiffre d'affaires très important en France, mais finalement le bénéfice qui est déclaré en France n'est sans aucun rapport avec le chiffre d'affaires. Si vous décidez de taxer les multinationales au regard du chiffre d'affaires qu'elles produisent en France, c'est ce qu'on appelle l'impôt universel Zuckman, là aussi, du nom de l'économiste Gabriel Zuckman, alors vous rentrez 25 à 26 milliards d'euros par an
dans les caisses de l'État. 14 plus 26, si mes calculs sont bons, ça fait 40, non? Donc monsieur Lombard, il a ses recettes. Sauf que ce que je vois, c'est qu'il nous dit précisément que c'est pas ce qu'il va faire. Pas d'augmentation d'impôts. Voilà, en 2 minutes, une démonstration. Comment gagner 40 milliards par an? Mais non, on va nous dire c'est mieux d'emprunter. Ou de taxer les micro-entrepreneurs. Mais surtout pas les personnes qui ont de l'argent. Attendez, on se débrouillera, on fera des ZFE. On mettra plus d'amendes. Mais ne touchez pas à nos riches. Mais moi je vous le dis, si un riche peut générer de l'argent autant qu'en France, il le fait. Alors tous les riches qui font leur argent en France n'ont pas le choix. Ils sont en train de bluffer, ils ne peuvent pas partir. Tu fais ton argent en France sur les Français, tu payes en France. Fin. Bon, et maintenant on va terminer avec un autre extrait de Manuel Bompard. Ouh là là! Écoutez-le bien, il va soulever un fait qui est incroyable. On le savait tous, mais le formuler, ça fait quand même bizarre. Vous êtes contre évidemment toute nouvelle réforme des retraites qui serait mise sur la table par le gouvernement, parce qu'on entend cette petite musique montée il faut travailler plus, les Français ne travaillent pas assez. Non, mais d'abord, je suis évidemment contre une nouvelle réforme qui consisterait à reporter encore l'âge de départ à la retraite ou à allonger encore la durée de cotisation. Mais je suis pas seulement pour ça. Je suis pour revenir sur la réforme des retraites, dont je rappelle quand même qu'elle a été passée en force par 49.3, que 90% des actifs étaient opposés au report de l'âge de départ à la retraite à 64 ans, et qu'aujourd'hui, quand même, que tout le monde quand même réalise, ce qui est quand même formidable d'un point de vue démocratique. Vous avez aujourd'hui une majorité de députés à l'Assemblée nationale qui est pour l'abrogation de la réforme des retraites. On n'a jamais eu l'opportunité de voter. Sophie Binet vous lance un appel ce matin dans Libération. Elle vous dit vous avez la possibilité de vous saisir de la question. Enfin, c'est vrai que vous avez le référendum d'initiative partagée. Il suffit de 185 parlementaires pour l'initier. Vous avez le compte. Pourquoi pas? Pourquoi vous le faites pas? Mais parce qu'on a déjà essayé de le faire. Après, moi, je veux bien qu'on réexamine les conditions juridiques de le faire. Mais vous savez qu'à la fin de la mobilisation contre la réforme des retraites, quand le gouvernement est passé en force par 49.3, il y a déjà eu 2 tentatives de référendum d'initiative partagée sur le sujet. Et à l'époque, le Conseil constitutionnel a considéré que les rédactions qui avaient été proposées ne rentraient pas dans le champ d'application du référendum d'initiative partagée. Mais évidemment... Donc la seule issue, c'est le référendum, comme le demande aussi Sophie Binet? Mais non, mais il y a quand même une issue un peu plus simple, pardon. Mais juste le référendum. Attendez, Naïla Latrousse, vous le souhaitez ou pas sur Mais oui, je suis bien évidemment, moi je suis tout à fait favorable à un référendum, et je suis sûr que s'il y avait un référendum, les Françaises et les Français voteraient pour l'abrogation de la réforme des retraites. Mais quand même, il y a une majorité de députés à l'Assemblée nationale aujourd'hui qui sont favorables à l'abrogation de la réforme des retraites. Peut-être, je me permets de formuler une hypothèse, peut-être qu'en démocratie, un jour, on peut laisser les députés voter. C'est peut-être bien, dans une démocratie, de laisser les députés voter. Franchement, c'est pas une dinguerie, ça? Il y a une majorité de Français qui sont contre. Il y a une majorité de députés qui sont contre. Mais on ne laisse personne voter, hein? Personne ne votera. Bienvenue en démocratie, mesdames et messieurs, l'apogée de la civilisation. Démo qui signifie peuple et cratie qui signifie pouvoir. Le pouvoir au peuple. Ah, on nous l'a bien faite. Qu'est-ce qu'on nous l'a bien faite. Bon, bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Like, abonnez-vous et oubliez pas, le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, celui-là on l'oublie pas.